c'est quand même assez hallucinant que d'être fédérateur, que de vouloir rassembler les gens au-delà de leur religion, au-delà de leur orientation sexuelle, de leur niveau social, et qu'on vous traite de fascistes, de nazis, de racistes. C'est des propos qui sont extrêmement diffamatoires, qui sont extrêmement graves. Donc en gros, quand on est humain, quand on avance, quand on veut fédérer tout le monde, et quand on veut faire surtout réfléchir, du coup on vous traite de fasciste. Je trouve que c'est extrêmement grave de faire des choses comme ça. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous. Mon invité aujourd'hui s'appelle Karim Bouchagour. Bonjour. Et bienvenue. Mais Bonjour. Tout le monde vous appelle K.O. C'est ça, effectivement, oui. Bonjour à tous vos auditeurs d'ailleurs de Beurre FM, et très 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 content d'être avec vous aujourd'hui. Alors, alias chaotique, mais Ouais. comme vous disiez, personne ne vous appelle chaotique. Hein. Personne ne m'appelle Karim, personne ne m'appelle chaotique, c'est vraiment KO depuis des années. C'est resté ce petit diminutif, c'est une petite marque de sympathie, et je trouve ça génial. Comment vous êtes devenu chaotique en fait ? Le surnom ? C'est ce surnom en fait au début quand je me suis mis dans la musique rap, donc lors de l'adolescence. Ce surnom reflétait quelque part un peu ce passé troublé, ces périodes à la DAS, la rue et toutes ces choses-là. Au début j'ai attaqué le rap, je m'appelais Rime Chaotique. Je trouvais que c'était un peu long. Enfin, même pas au tout début, je m'appelais Parrain de la rue. Alors là, on était dans le cliché total du jeune petit rappeur. Ça sentait la chaussure bicolore, je peux dire. Ouais, c'était tendu, ouais. Ensuite, ça a été Rime Chaotique. Donc, je trouvais que c'était un peu long. Donc, c'est devenu Rimka. Mais au même moment, il y avait d'ailleurs le fameux rappeur du 113 qui s'appelait Rimka. Donc, on a tout effacé. Déjà pris. Ouais. Et du coup, c'est devenu simplement Chaotique. Et par la suite, le 747 est arrivé. Vous savez, un de vos amis d'enfance d'ailleurs, qui était déjà un 747. Ouais, Rodka. Julien Richet. Et c'est quelqu'un que j'aime énormément parce qu'avec sa famille, ils m'ont quand même sauvé la vie. Après le foyer, voilà, j'ai connu un moment difficile, la rue, puis du coup, j'avais tendance à aller dans ce studio d'enregistrement associatif au cœur de Nice, mais plus pour enregistrer ou écrire, c'était plus pour trouver un peu de chaleur. Puis du coup, Julien, que je connaissais à peine, donc son nom d'artiste était Rodka 747. Bon, bien compris le petit manège. Puis quand vous avez deux genoux à terre, quand vous tend la main pour vous lever, vous la saisissez. J'ai atterri dans une famille sicilienne à Roquebillière, au quartier Saint-Roch de Nice. Et les mots de son papa et sa maman ont été on ne te connaît pas. Du moment où notre fils t'a ramené à la maison, tu partiras d'ici maintenant que lorsque tu auras un boulot, une sécurité d'emploi et des moyens financiers. Ça a duré 9 mois. Et je me souviens même qu'à l'époque de Noël, quand la famille de Sicile est arrivée du coup à l'appartement, j'ai eu des cadeaux. Noël, j'ai eu la chance de trouver une famille. Et lorsque je me suis sorti de toute cette galère, que j'ai eu mon appartement, mon petit scooter et un emploi, j'ai eu le réflexe avec ma première paye d'aller chez le tatoueur, de me faire tatouer 747 sur le bras droit et de contacter la SACEM pour protéger mon nom et faire évoluer mon nom en tant que chaotique 747. Mais c'est vraiment en lien avec Julien. C'est en lien avec Julien, ouais. Denis, son frère et sa famille. D'accord. Lui qui vous fait écouter Kerry James avec cet album Si c'était à refaire. Et là, vous comprenez à ce moment-là qu'il s'est certainement converti et il vous amène à la mosquée et vous racontez ses premières expériences. Oui, ce qui s'est passé, oui, voilà, effectivement. Donc, il y a eu cet album-là de Kerry James. Très bel album. Hein. Mais après, donc voilà, du coup, Julien commençait à embrasser la religion musulmane. Et j'avais quand même besoin de savoir qui j'étais, où je voulais aller. Il y a, effectivement, quand vous êtes adolescent, la rue, foyer et toutes ces choses-là, vous cherchez en fait, sur tous les plans. Et donc j'ai accompagné Julien à la mosquée 2-3 fois. Et donc voilà, moi je suis d'origine algérienne, je ne parle pas un mot arabe, c'est-à-dire que j'ai grandi en famille donc à la DAS avec un certain mode de vie. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, l'imam, donc j'étais avec l'imam, on discutait, puis un jour, donc il me fait répéter des phrases en arabe, mais il m'a juste demandé de répéter. Et ce qui s'est passé, c'est que à un certain moment, j'étais extrêmement gêné de répéter des propos, sûrement avec un accent médiocre, hein, mais de répéter des propos dont je ne comprenais pas la teneur. Donc à un certain moment, j'ai demandé au monsieur, excusez-moi, mais qu'est-ce que je suis en train de dire, expliquez-moi. Et là, il m'explique que voilà, il te reste 2 phrases à dire et tu es musulman.
Et alors là, assez choqué, j'explique à ce monsieur, écoutez, j'ai du respect envers toutes les religions, je me cherche. Et là, quelque part, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous m'orientez directement, vous êtes directement sur la religion musulmane. Vous me faites répéter des phrases que je ne connais pas. Mais si demain je viens embrasser la religion musulmane ou toute autre religion, laissez-moi l'embrasser avec amour et avec une réelle intention et une foi profonde. Du coup, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Je sais pas si cette pratique de cet imam est courante, je sais pas. Et puis j'ai fui, j'ai continué ma musique. Lui, Julien, donc est rentré dans la religion musulmane, mais un peu plus strict, très strict. Et du coup, moi, ça reste mon ami, ça reste mon frère parce qu'il m'a sorti de la rue et j'ai un amour pour lui qui est intact. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus de contact ensemble. Mais ça reste mon ami, quoi. C'est mon frérot, malgré que nos routes se sont coupées à ce moment-là, ça reste mon frère. Il écoutera l'émission, vous allez voir. J'espère. Vous publiez Chaotique 747 rappeurs et républicains aux éditions de l'Observatoire, donc c'est votre vérité. Cette vérité, vous l'adressez à qui ? Je l'adresse à qui veut bien prendre connaissance de cet ouvrage, simplement. C'est votre part de vérité quand même. Il y a quand même une part de réponse, comme vous le dites, un livre pour répondre calmement aux imbéciles. C'est une formule ou finalement ce livre est assez intéressant parce que il se définit. Il y a différents angles. Il y a le côté biopic, effectivement, qui va raconter ma vie de la DAS, de la rue, jusqu'au décès de ma mère dans la rue, et jusqu'à tout ce qui s'est passé derrière, les belles choses et les choses beaucoup moins sympathiques, comme les menaces de mort et autres. Et après, effectivement, il y a un volet qui est sur l'engagement social et l'engagement humain. Voilà. Et effectivement, cet ouvrage fait référence à 2-3 choses qui se sont passées dans ma vie artistique et personnelle. Oui, ce livre change beaucoup de choses aujourd'hui. Dans votre part de vérité, il y a des choses que vous considérez comme fausses, qu'on raconte sur vous, voilà, qui sont fausses. Oui. Donc clairement, qu'est-ce qui est faux dans ce qu'on dit sur vous ? Ce qu'on dit sur moi, c'est quand même assez hallucinant que de défendre, que d'être fédérateur, que de vouloir rassembler les gens au-delà de leur religion, au-delà de leur orientation sexuelle, de leur niveau social, et qu'on vous traite de fascistes, de nazis, de racistes. C'est des propos qui sont extrêmement diffamatoires, qui sont extrêmement graves. Donc en gros, quand on est humain, quand on avance, quand on veut fédérer tout le monde, et quand on veut faire surtout réfléchir, du coup on vous traite de fasciste. Je trouve que c'est extrêmement grave de faire des choses comme ça. Maintenant, aujourd'hui, je commence à avoir les épaules. Donc vous êtes devenu le rappeur pro-police, chouchou de la droite, donc facho, nazi. Ouais. Alors, rappeur de droite, déjà, est-ce que rappeur de droite, c'est une insulte ? La politique est un paysage. Je demeure être au-dessus. Je suis au-dessus maintenant. Est-ce que ça serait une insulte de dire rappeur de droite ? Moi, je sais pas. Moi, la République, je la défends. Les institutions, je les défends et je les défends à 100%. Mais vous répondez pas à ma question là, par contre. Vous répondez pas à ma question. Est-ce que un rappeur de droite, ça serait une insulte ? Il n'y a pas d'insulte. Bon. Rappeur de gauche, rappeur de droite, est-ce que rappeur de gauche ou d'extrême gauche c'est une insulte ? Ce sont les gens qui ne me connaissent pas et qui du coup essaient de me mettre dans des petites cases. Donc maintenant ça va, maintenant je trouve ça marrant, mais au début c'est assez embêtant en fait. Les gens vous mettent dans des cases comme ça, on vous demande rien, on va faire un papier ou on va mettre un commentaire. Et ce qui est maintenant absolument génial. Alors là, il y a des titres dans ce que j'ai donné, par exemple, il y a des titres de journaux comme l'Obs, Libération. Oui, j'en ai pris connaissance aussi. Et pas que. Mais par exemple, donc rappeur de droite ou d'extrême droite, vous n'êtes pas ça. Non, d'accord. Non. Donc facho. Non. D'accord. Mais ça va pas. Mais c'est nazi. Nazi. Mais c'est extrêmement grave. C'est extrêmement... Enfin, excusez-moi, mais voilà, maintenant, je vous dis, j'ai les épaules. Mais d'avoir entendu de tels propos, mais c'est juste une folie. Que ces gens-là, en fait, que ces rédacteurs en chef, que ces journalistes, moi, je les invite dans ma petite cité. Ils viennent et puis ils vont tous venir nous voir. Et je pense qu'en fin de compte, ça va être les jeunes de mon quartier ou même les parents qui m'ont vu grandir depuis mes 9 mois qui pourront le mieux répondre à ces gens-là. Je suis fier de ce que je suis. Je suis extrêmement fier que de fédérer. Voilà, que ce soit des potes musulmans, cathos ou quoi, je suis aussi fier de mettre en lumière et de représenter aussi la communauté LGBT. En fin de compte, ce qui nous unit autour de les gens qui m'entourent, ce sont vraiment les valeurs de vivre ensemble, qu'on se respecte pour ce que nous sommes. Voilà. Maintenant,
de voir tous ces gens-là à chaque fois essayer de mettre dans des petites cases. Je leur dis, écoutez, vous savez quoi, le livre, il est là. Si vous voulez que je vous l'offre, je vais vous l'offrir, mais lisez le livre. Lisez le livre, prenez le temps de l'analyser et revenez vers moi. Et là, peut-être qu'ils comprendront. Mais vous savez, si vous me permettez, ce qui fait le plus de mal actuellement à cette société en France, ce sont les amalgames, ce sont les petits raccourcis. Ah, il a eu le drapeau français, regarde, c'est un traître, il est d'origine algérienne, ah, il a le drapeau français, c'est forcément un fasciste, vas-y, qu'est-ce que tu fais, pense d'où tu viens, t'es avec la police, ce sont des... tout ça, toutes ces choses-là. Sauf qu'une fois de plus, sous l'uniforme de la police, il y a des gens qui ont une vie, ce sont des pères, des mères de famille, ce sont des catholiques, des musulmans, ce sont des personnes athées. L'humain. Mais quand quelqu'un vous dit, K.O., tu t'appelles Karim, ouais. Pourquoi est-ce que tu t'affiches avec le drapeau français ? Est-ce que pour vous, déjà, c'est contradictoire de s'appeler Karim et de s'afficher avec le drapeau français ? Je m'appelle Karim, je suis athée. Je pratique, pour moi, ma petite religion, c'est l'humain, c'est essayer de rendre le monde meilleur, d'avoir des sourires. Je mange du porc, je suis totalement athée et libre. Comme mon frère est libre d'embrasser la religion juive, musulmane ou quoi, ça reste mon frère. Il n'a pas à me dire quoi que ce soit. Ça, c'est vous, même ça, si c'est moi, c'est la tolérance, c'est ça la liberté. Même si ça en choque certains, en fait. C'est ça que ça veut dire. Mais exactement, mais qu'est-ce qui choque, en fait ? Ce qui choque, c'est la liberté. Vivre. Maintenant, à aucun moment, en tout cas, je ne manque de respect à quiconque. À aucun moment, j'utilise la violence. D'ailleurs, c'est un truc que je ne peux pas. Mais regardons-nous pour ce que nous sommes. Et c'est ça, en fait, le débat. En fin de compte, c'est vraiment... on parle de l'humain et on se rend compte que dans la société qu'on a construite, avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec l'arrivée de certains médias et tout, en fin de compte, il y a une tension qui est persistante. Mais le jour où cette tension baissera, le jour où on acceptera tous de se voir pour ce que nous sommes, vous allez voir que du coup, on va créer un nouveau mouvement en France qui sera beaucoup plus positif et beaucoup plus sincère que nous voyons actuellement. Enfin, aujourd'hui, l'intérêt, c'est peut-être de faire du buzz. Mais on le voit très bien. On voit très bien que c'est une stratégie qu'utilisent certains hommes politiques, que certains artistes et autres. Moi, c'est une stratégie, c'est pas un truc qui me fait kiffer. Je préfère venir vous voir chez Beurre FM ou tel média et dire voilà, je m'appelle Karim, je suis pas du tout dans la religion. Moi, ce que j'aime, c'est faire des chansons, mettre en avant la cause des enfants malades, mettre en avant la cause des femmes battues, faire de l'argent pour les restos du cœur, faire de l'argent pour la banque alimentaire. En fait, c'est être sincère. Et le soir, j'entre dans ma cité, 11e étage, je suis posé tranquillement, j'ai mes gamins dans les bras, et au moins je suis resté sincère avec moi-même et je peux me regarder devant le miroir. La cité à laquelle vous avez grandi, que vous n'avez pas quitté. Je l'aime. Je suis fou amoureux parce qu'on est ensemble et parce qu'on voit les petits gamins tenir la porte au papy, à la mamie, parce qu'on se dit bonjour et parce qu'on s'apprécie pour ce que nous sommes. K.O., à l'occasion de la publication de son histoire, s'appelle Chaotique 747, rappeur et républicain, aux éditions de l'Observatoire. Donc il y a aussi, vous parlez du biopic, donc c'est votre histoire que vous racontez. Oui. Elle est complexe quand même, votre histoire. Vous avez vos deux parents, hein. Vous avez votre père qui est algérien, qui vit en Algérie, qui ne pouvait pas rester sur le territoire français. Vous avez votre maman qui est algérienne aussi. Elle ne peut pas vous garder. Donc vous avez 9 mois, vous êtes placé en famille d'accueil. Une famille qui a déjà 5 enfants. Oui. Donc vous grandissez et ensuite vous êtes rejoint par votre petit frère, puisque votre maman, elle a un deuxième enfant pendant que vous êtes déjà... On est 3 en tout. 3 avec ma petite sœur aussi, Chloé. Mais vous n'en parlez pas dans votre différents. Non, je l'ai dit à la fin, mais j'en parle pas parce que c'est vrai que mon petit frère, on a 4 ans de différence. Et moi déjà, je suis arrivé à la famille d'accueil, du peu que j'ai su sur moi, dans un état assez... c'était délicat, voilà, et des traces de cigarettes sur le bras, enfin, il y a des choses assez... Je sais pas trop de choses en fait sur mon passé. Et après mon petit frère, pareil, une seule fois, ma grand-mère adoptive m'avait dit une phrase comme quoi c'était encore pire que moi. Ma petite sœur est née en 98. Celle que vous appelez votre grand-mère, c'est ma grand-mère adoptive. Voilà, c'est la dame de la famille d'accueil. Voilà, j'ai jamais grandi avec, j'ai jamais dit le mot papa ou maman. J'ai jamais dit je t'aime, j'ai jamais entendu le mot je t'aime. Donc effectivement, il y a une carence affective, c'est développée à travers les années. Et ma petite sœur Chloé, elle est arrivée en 98. C'est plus que ça. On peut s'arrêter un instant, un petit peu dans l'ambiance à laquelle vous grandissez. Vous dites qu'il y a une carence affective. Aujourd'hui, on appellerait le 119, le numéro national pour l'enfance en danger, parce que vous avez eu ce qu'on appelle une éducation à la dure. Oui, mais la carence affective... vous la comprenez en grandissant, en prenant distance et en analysant la vie. C'est pas à 7 ans, 8 ans qu'un enfant va avoir la faculté de prendre distance en disant
Ah, on m'a jamais dit je t'aime. Quand vous grandissez, Non, mais les manière... coups, moi je vous parle des coups. Oui, ça a été violent. Ouais. Ouais, parce Il y a que, des trucs, il y a des passages qui ont été violents. parce Ouais. que vous vous expliquez que, on a une carence affective qui est institutionnalisée par le système. Donc ça, c'est ce qu'on appelait anciennement la DAS, mais qui est Tout à aujourd'hui fait. qui est l'ASE. Effectivement. Donc ce sont des consignes que les familles d'accueil Effectivement, avaient. oui. Dans le cas où les parents, les géniteurs reprendraient ou auraient pu reprendre leur enfant, effectivement. Donc c'est pour qu'il y ait une cassure moins violente entre la famille d'accueil adoptive et l'enfant placé. Et vous avez un papa adoptif, que vous appelez donc Papy, grand-père. Papy, c'était papy, voilà. mamie. Ouais. Très froid, oui, très Un froid. peu, froid, Voire carrément plus, raciste. Oui. Maton à la maison d'arrêt de Nice. Et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, un de vos confrères, c'est vrai que quand, le dimanche soir, en revenant du sport à la maison, donc voilà, il y avait les yeux bleus d'Anne Sinclair à la télé. Quand c'était des personnes de confession juive, musulmane, c'était des propos racistes extrêmement graves. Et donc, quand vous analysez ça, vous, en étant tout jeune, vous dites, mais moi, j'ai quand même les cheveux bouclés, quoi. J'ai un petit. C'était avant le gel. C'était avant. Ouais, non, c'est un peu beau gosse à l'italienne. Mais je veux dire, non, effectivement, quand vous analysez toutes ces données-là, vous commencez à vous poser des questions, plus un peu les questions des copains en classe, en CE2, en CM1. Toi, t'es un petit gris, et pourquoi ta mère, elle est vieille, pourquoi elle est blanche? C'est ce qu'on vous disait, vous étiez gris. Ouais. Et d'ailleurs, je pensais à un pote, je l'ai au téléphone tout à l'heure en voiture, là, Fabien. Et c'est un copain avec qui j'ai grandi à l'école, et il a lu le livre. Pendant 1h30, il m'a fait le retour du livre, et à la fin, il s'est mis à pleurer en s'excusant de ce qu'il avait fait quand il était petit. Et ça, c'est fort. 30 ans après, qu'on sait avec le pote au téléphone, et qui me dit « Putain, mais j'ai été un connard ». Et j'ai dit « Non, t'as pas été un connard, c'est que t'as été jeune. » Et nous, enfants, les enfants sont extrêmement violents. Et ils s'en aperçoivent pas. Maintenant, après, il faut avoir les facultés de prendre de la distance, d'analyser. Donc j'ai toujours grandi en étant différent. Et aujourd'hui, ce qui se passe, en fin de compte, c'est juste la continuité de ma vie. J'ai toujours grandi dans cette différence-là. Mais comment vous vous êtes construit dans votre identité? J'ai beaucoup. Il y avait des bouts de quoi dans votre identité? J'ai beaucoup puisé à travers des documentaires sur l'histoire, la géographie, l'économie. J'ai beaucoup analysé la politique, et après les combats des grands hommes. D'ailleurs, que je stipule très souvent dans cet ouvrage, Monsieur Balavoine, l'abbé Pierre, Coluche. J'ai toujours peut-être eu profondément le truc de ne pas aimer l'injustice. De ne pas aimer l'injustice, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal. À l'époque, au collège, pareil, quand je voyais des copains se faire racketter ou être embêtés par des plus grands, j'allais toujours me mêler. Ça retombait sur moi, ça retombait sur moi. Mais il y a toujours cette chose-là, j'ai du mal, j'arrive pas. Et à quelle distance vous avez grandi de votre algérianité? C'est le point zéro, il n'y a rien. Si ma question fait sens pour vous, ou si elle vous concerne pas d'ailleurs, en fait. Votre question est pertinente. Parce que vous avez quand même une maman, qui était algérienne, qui était, papa algérien. Votre question est pertinente, et je suis conscient d'être sur les ondes d'une radio dont beaucoup d'auditeurs d'ailleurs sont d'origine algérienne, et je les salue et je les embrasse. Mais c'est vrai que j'ai une vie qui est différente de beaucoup de gens. Je n'ai pas grandi dans la religion. J'ai grandi vraiment d'une façon totalement différente. Mais aujourd'hui, là où je m'estime heureux, c'est que j'ai grandi, et j'essaie de faire le bien autour de moi à travers toutes les actions que je fais, les actions humaines, sociales. Mais c'est vrai que je n'ai jamais été en Algérie. Et il y a une fois, il y a un passage qui était assez spécial. J'ai toujours pas compris ce passage. C'est vrai que à un certain moment, en grandissant à la DAS, on m'a donné rendez-vous. Et on m'a demandé, du coup, si je voulais être français ou algérien, à 18 ans. Et j'ai pas compris ça. J'ai dit, écoutez, mais je suis né ici, je suis français. Pourquoi vous me posez la question? Ouais. Et du coup, et après, certains m'ont dit, écoute, nous, on ne va pas en Algérie pendant tant d'années, de peur qu'on te bloque pour faire l'armée. Et alors là, vous faites partie de cette génération où c'était encore... Ouais. Voilà, on en prenait pour 2 ans. Ouais, voilà, et on me dit, et en plus on te montre un tableau extrêmement strict et froid. Mais moi je comprends pas, je suis né ici, j'ai déjà rien demandé de venir en vie, de voir la vie. J'ai déjà ces problèmes assez complexes. Maintenant, c'est à 18 ans, du coup, il y a ça qui se... Donc voilà, j'ai un parcours de vie assez atypique, effectivement.
Votre livre explique un petit peu ce que c'est que d'être, non même beaucoup, d'être placé à l'ASE, anciennement la DAS, ce qui arrivait aux enfants, de la violence qui se passait, parce que voilà, vous étiez placé jusqu'à 16 ans ou 18 ans, vous êtes allé en famille d'accueil jusqu'à 16 ans, ensuite vous êtes allé en appartement. Après, je passais par les foyers, et une fois qu'au foyer, vous êtes très, très discipliné. Quand les éducateurs vous disent par exemple de rentrer à la maison à 19h, je rentrais à 18h55. En plein été, le foyer était assez loin de la promenade des Anglais, mais moi j'aimais bien partir avec ma planche de skate et mon baladeur à écouter du bon son et me balader. Je pouvais pas y aller, parce qu'en fait je partais du foyer à 8h du soir, et les éducateurs me disaient tu rentres pour 9h. Donc qu'est-ce que je faisais? Même si j'avais envie de voir la Méditerranée, de m'amuser à faire du skate, je restais pas loin, puis je rentrais. Voilà, à l'heure qu'on me disait. Puis au fur et à mesure, j'ai commencé à acquérir la confiance des éducateurs, jusqu'à un certain moment où là on vous dit maintenant on va te prêter un appartement du foyer et tu vas apprendre à vivre avec 30 ou 40 euros par semaine. Ça va apprendre à te responsabiliser, à gérer un budget, à faire tes courses. Et puis en fait ce que je faisais, moi ma mère donc était SDF, et au bout d'un moment elle a été sous tutelle. Ça s'appelle la TIAM. Votre maman, votre génitrice. Ma vraie mère, avant qu'elle meure. Et du coup ce que je faisais, en fait c'est que je mangeais avec 10 euros. Et après, soit je faisais les courses pour elle, soit je donnais de l'argent. Mais en fait, un jour, je me suis rendu compte que du coup, j'ai ouvert le frigo, et en fait, il y avait plein de bouteilles d'alcool mélangées. Il y avait du rosé, il y avait de tout. Mais en fait, elle puisait vraiment, la bouteille était comme ça, ouverte. Et en fait, à la moindre goutte, ça m'avait choqué. J'ai compris qu'en fait, l'argent que je lui donnais était pas forcément bénéfique pour sa santé, pour moi. Et après, d'ailleurs, j'en parle dans le livre, il y a une altercation, elle habitait au 5e. Et j'ai jeté toutes les bouteilles par la personne avec qui elle partageait sa vie. Oui, qu'il avait frappé. Ça avait tabassé. Cet épisode-là est extrêmement violent. Et le jour où j'ai fait face à la police et autres, du coup, ma mère a pris la défense de mon ex-beau-père qui s'appelait Denis. Ma mère est morte du sida en 2009, donc je l'ai enterrée à Brignoles exactement. Je suis jamais encore retourné sur la tombe parce que je sais pas, il y a pas le truc en fait. Donc puis je m'étais dit le jour où je deviendrai un homme, j'irai sur sa tombe. Là je commence à y penser juste pour lui amener un livre. Et l'homme qui l'a frappé, donc Denis Boto, qui était en fait mon ex-beau-père, c'était une bagarre sous fond d'alcool et de drogue. J'avais plus de nouvelles et j'ai appris qu'il s'est mis une balle dans la tête il y a 3 ans. Donc en fait c'est pour ça que les gens comprennent pas ma vie. Dans mes chansons, il y a des choses que je peux pas dire. J'ai juste une chanson qui sortira peut-être un jour, mais j'ai pas envie de parler de ça. Je veux donner autre chose aux gens. Oui, mais il y a aussi quand même, vous faites un rap qui est engagé, qui notamment s'intéresse sur le plan humain, social et politique, bien sûr. Donc ça, c'est une partie de votre histoire que vous chantez. Oui, que je reflète, mais je la reflète pas à l'identique. Par exemple, la chanson Femme forte, qui est en l'occurrence qui met les femmes battues. J'aurais pu raconter la vraie vie de ma mère par rapport à cette soirée-là. D'ailleurs, que je raconte dans le livre. Le livre, j'ai vraiment voulu aucun filtre, brut. Mais non, sur le clip Femme forte, j'ai voulu mélanger un peu ma vie et beaucoup de fiction, parce qu'il y a encore une certaine retenue, une certaine timidité, je pense. Donc, et puis le message est le même, il y a la brutalité des images, la brutalité des mots. Il y a quand même cette nécessaire, dites-vous, réforme à faire des placements aux enfants de l'ASE aujourd'hui, même si les choses changent. Oui, j'ai eu la chance d'être reçu par le sénateur M. Bonne et par d'ailleurs Roger Carucci sur cette thématique-là. Et je leur ai expliqué ô combien la cassure était trop délicate et trop brute d'un enfant. L'adolescent ou le jeune adulte pouvait très vite se retrouver de la sécurité à l'angoisse de la rue, à être SDF. Quand on prend les chiffres des personnes vivant dans la rue, on se rend compte que 40% de ces gens-là, du coup, sont passés par ce système-là. Donc effectivement, c'est vrai qu'on peut se poser des questions, mais il y a tellement de choses à réformer, vous savez. Voilà, c'est Chaotique qui est notre invité aujourd'hui à l'occasion de la publication de son histoire, s'appelle Chaotique 747, rappeur et républicain, aux éditions de l'Observatoire. À vous parler d'un projet qui a changé votre vie, c'est ce projet Projet 18. Projet 18. Qui a été donc jugé comme chanson patriote et étiqueté d'extrême droite. Déjà, comment est né le projet ?
Alors le projet, en fin de compte, il y avait de plus en plus d'agressions vers la police et les pompiers. Et donc je me disais, à ma petite échelle, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de retisser le lien entre la police, les jeunes, enfin la police et les Français et les pompiers, et mettre en avant du coup de la meilleure et de la plus belle façon qui soit une vidéo qui mette ça en avant. Voilà. Et du coup, donc j'ai fait cette chanson, Projet 18, et d'ailleurs j'ai eu la chance de travailler avec des vrais policiers, des vrais pompiers, des vrais médecins membres du SAMU et des vrais gamins de quartier. Voilà, c'est pour le clip. Et ça c'était énorme parce que du coup même on a pu aussi montrer aux enfants, aux gamins de quartier qu'ils étaient capables de jouer des jeux d'acteurs. C'est-à-dire c'est pas un acteur, ce sont des vrais jeunes à qui je suis toujours en lien. Et le scénario, donc voilà, mis en avant la vie d'un jeune, squattant le quartier, n'allant pas à l'école, et puis les pompiers arrivent et ce jeune, comme un jeu, va appeler ses autres copains, vont se mettre à caillasser le véhicule sapeur-pompier. Les sapeurs-pompiers ne pouvant pas accéder du coup sur le lieu de l'intervention sont obligés donc de repartir. Puis ce jeune, est content, rentre chez lui, il ouvre la porte du bâtiment, il entend crier, hurler, il monte et là il se rend compte que sa maman avait appelé les services de secours et que le papa est malheureusement décédé. Donc les images sont choquantes. On m'a souvent demandé est-ce que c'était la réalité ? Et non, j'aime écrire, j'adore scénariser des choses, j'adore inventer. Le soir quand je suis au lit, j'invente plein de choses. J'ai juste voulu en fait faire quelque chose, faire un clip de musique, un clip de rap qui pourrait éventuellement devenir un outil de prévention. Voilà, un outil de prévention. Et donc, oui. Ça, c'était votre intention. Voilà. Ça, c'était mon intention. Donc, c'était pédagogique, c'est ça ? Oui, et préventif. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un réel outil de prévention parce que j'ai la chance d'être chargé de prévention. Je travaille avec des jeunes, avec des collégiens, des lycéens, avec des jeunes membres d'associations à travers dans Nice. Et on se sert aujourd'hui de ce clip comme outil préventif. Donc ça, c'est une victoire. Mais avant d'arriver à cette victoire, effectivement, il a fallu faire face à des déferlantes de haine. Donc voilà, t'es un traître. Enfin voilà, je veux même pas les stipuler maintenant parce que voilà, on les connaît, donc on va pas encore perdre des secondes à ça. Mais effectivement, c'était quand même assez étrange. C'était assez étrange. Donc du moment où vous allez représenter la police, les pompiers ou autre, c'est quoi ? C'est de l'incompréhension, c'est de la... Comment vous expliquez justement ces réactions ? Vous savez, c'est assez difficile que de se mettre dans la tête des personnes qui parlent comme ça. Je sais que des fois, ça arrive même sur ma page Facebook. Et alors là, ce qui est génial, c'est qu'au lieu de la personne, au lieu de la bloquer, au lieu de lui répondre d'une façon très très froide, non. Je prends son numéro, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, et on débat. S'il faut passer 2 heures, je vais débattre 2 heures avec elle. Et puis en fin de compte, à la fin, la personne me dit, mais en fin de compte, je voyais pas ça comme ça, je suis désolé. Donc, il suffit même, et en fait, les insultes, il faut les accepter. La critique, il faut l'accepter. Même les menaces de mort, il faut les accepter. Par contre, derrière, il faut faire naître le débat et expliquer là où vous voulez en venir. Mais est-ce que vous étiez préparé à ça ? Aucunement, comme aujourd'hui, j'étais pas prêt à sortir un livre, à tout vendre au salon du livre, à connaître une rupture de stock. J'étais pas prêt à faire de la télévision. J'étais pas prêt aujourd'hui. Vaut mieux que ça se passe dans ce. Oui, effectivement. Mais ce que je veux dire, j'étais pas prêt pour ça, mais pas du tout. Aujourd'hui, la normalité, c'est de rester avec son stock de livres. Donc voilà. Moi, vous savez, tout ce que je vis aujourd'hui est une chance. C'est une chance pourquoi ? Parce que j'ai la chance d'avoir une tribune sur laquelle je peux enfin hurler ce message d'amour, de bienveillance envers tout le monde. Mais est-ce que la tribune, vous l'avez parce que vous avez un message pro-force de l'ordre ? Non, j'ai un message pro-humain. Mais vous pensez pas, vous posez jamais la question en disant finalement c'est parce que je suis pro-force de l'ordre qu'on m'invite, que je suis invité dans certains médias. Mais vous savez. Mais peu importe pour la raison. Non. Moi, je veux comprendre. Non. Moi, mais j'aime. Vous faites naître un débat qui est pertinent et c'est quelque chose que j'aime. Peu importe le média qui m'invite. Peu importe pourquoi on m'invite. J'ai des choses à dire, j'ai des convictions à défendre et je les défends. Voilà. Hier, j'étais chez une radio, donc le RCJ de la communauté juive. Aujourd'hui, je suis chez vous. J'étais chez Monsieur Morandini. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on a à dire. Et ce qu'on veut faire, moi, le but, c'est je veux continuer à fédérer. Je suis pas là à regarder, tiens, tel média m'invite, il a fait ça. Mais fédérer, est-ce que ça veut dire convaincre ? Oui, convaincre. Ceux qui sont pas d'accord avec vous, par exemple. Ouais, bien sûr. Le milieu du rap, une partie du milieu du rap qui s'exprime, bien sûr, qui est ouvertement incontroverti. Est-ce que vous pensez vraiment que vous pouvez les convaincre ou finalement c'est mort
ils écoutent pas. Non, Et leur idée est faite. Non, je pense pas. Je vais. À aucun moment je doute. J'ai jamais douté. Vous avez lu mon livre, vous avez vu d'où je pars. Je doute pas, je fais. Je vous dis, il y a des grands hommes qui ont fait des très belles choses en France. Ont-ils douté une fois? Imaginez si Coluche était chez lui et imaginez-le de douter. Est-ce que je vais faire les restos du cœur? Oui et non. Il n'a pas douté, il a fait et des personnes mangent encore là-bas. Après, c'est peut-être être utopiste, ça je l'avoue, mais j'ai pas envie de douter, j'ai pas envie de perdre ce temps à douter. Mais est-ce que, enfin, aujourd'hui pour débattre, Ouais. il faut du respect. Bien sûr, Et au moins, au minima, écouter la parole Oui. de l'autre. Est-ce Oui. qu'aujourd'hui, c'est nécessaire. est-ce qu'on peut se parler avec du respect? C'est nécessaire. Certaines personnes, quand je travaille donc, avec les jeunes, d'ailleurs avec l'outil Projet 18, qui est ce type de rap, ben, je les écoute. On n'aime pas la police, j'aime pas la police. Moi, quand je les vois, je fuis, j'ai peur, ça. Il faut les écouter. Il faut les écouter. Si vraiment on veut construire un avenir meilleur, il faut les écouter. Mais il faut écouter tout le monde. Côté police, côté jeunes, il faut écouter tout le monde. S'il n'y a pas ce respect mutuel et peu importe le débat que vous mènerez, ça ne servira à rien de débattre parce que les deux personnes jugeront qu'elles ont raison et ça va juste apporter des tensions et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Ces tensions-là amènent à la division. Et à la division, on ne fera rien de bon. Pourquoi finalement dans les médias aujourd'hui, si vous avez un élément de réponse, Omar Sy, Camilla Jordana sont plus écoutés que vous? Attendez. Je m'appelle Karim, je vis dans une petite cité HLM. Je n'ai jamais fait de film à gros budget. J'ai la chance d'être signé dans un tout petit label. Et le clip le plus vu que j'ai fait de ma vie aujourd'hui, c'est 700 000 vues. C'est Femmes Fortes, le clip sur les violences, sur les femmes battues. Ouais. Donc, moi, femmes. vous savez, je n'arrive pas et je n'arriverai certainement pas à la cheville d'Omar Sy et de Madame Camilla Jordana. Et puis, j'aime bien mon petit rôle, c'est cool. Mais j'espère qu'à chaque fois que je touche une personne, que ce soit une personne ou des milliers de personnes, ben j'espère en tout cas les pousser à la réflexion. Mais c'est quoi votre rôle, en fait, si vous deviez le définir aujourd'hui? Mon rôle, c'est vraiment d'essayer de proposer aux gens, une fois de plus, peu importe nos différences, de dire aux gens, s'il vous plaît, prenez maintenant une seconde et regardons-nous pour ce que nous sommes. Si certains policiers commettent des bavures ou autres, ils vont faire face à la justice et ils paieront. Mais arrêtez les amalgames, c'est exactement pareil pour les rappeurs. On peut être un rappeur et respecter l'image de la femme et vouloir inciter les jeunes à passer leur diplôme, vouloir inciter les jeunes à aller à l'école et puis donner de l'espoir et de l'amour. En fait, c'est ça, moi, mon objectif, c'est arrêter les amalgames, regardons-nous pour ce que nous sommes. Aujourd'hui, vos titres sont diffusés sur les radios? Je pense que c'est peut-être la plus belle des questions que vous me posez là. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de travailler à Miami dans les studios d'un très très grand artiste et on a donné vie à un titre. Sur les 7 titres, un titre qui C'est qui l'artiste? XXXTentacion, qui est mort en 2018, qui s'est fait tirer dessus. Voilà, et j'ai eu la chance de travailler maintenant avec ses producteurs et dans son studio, donc c'est quand même pas rien. Je suis super content. Mais est-ce que par exemple vous êtes diffusé par les radios qui diffusent des titres rap? J'espère que cette discussion sera entendue par certaines majors. On a donné vie à un titre. Le titre, il est génial. Il s'appelle En 90. Je l'ai chanté au Salon du Livre. Et alors là, on a vu des gamins de 7-8 ans jusqu'à une petite dame, Huguette, que je salue, 88 ans, en train de chanter et de s'éclater. C'était un truc de fou. Il y avait un monsieur, je peux même le citer. Là, on est plus proche du Club Dorothée que de Planète Rap, là. Ah non, laissez-moi terminer, vous allez voir. Mais c'est très bien. Mais je vous cherche. Il y avait un monsieur, et ce monsieur est venu me voir, et c'était un des patrons de Salon du Livre, chemise blanche. Il vient me voir, il me dit, K.O., qu'est-ce que c'est ce titre? Je dis, c'est ce que j'ai fait aux États-Unis. Il me fait, non, t'arrêtes de le chanter, t'arrêtes tout là. Ça, il faut que ce soit signé chez Universal, distribué, c'est un hit populaire. Ce monsieur, c'est le papa de, comment elle s'appelle, Eva Queen. La chanteuse que tous les adolescents... qui est, Monsieur Fred Garnier. Sur Beurre FM, Eva Queen... voilà, non, ouais. C'est son papa. On a démarché, et ce que je vous dis c'est vrai, avant de démarcher Universal, j'ai appelé Kamel, notre ami Kamel d'Alliance Ethnique, parce que cette musique-là, c'est du funk à l'ancienne, c'est vraiment du Alliance Ethnique ou du I Am Je Danse le Mia. Kamel a écouté, il a dit, c'est énorme. Monsieur Camus, le producteur, l'a écouté, le producteur de Johnny Hallyday l'a écouté. Jean-Claude.
D'ailleurs, j'étais au téléphone avec lui, je le salue. Mais c'est un carnet d'adresses. Et alors, toutes les personnes qui l'ont écouté ont adoré. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait, écoutez, c'est simple, on va contacter Stéphane Espinoza de chez Polydor Musique avec ses équipes, avec Monsieur d'Horizon et autres, en espérant enfin avoir un contrat de licence pour donner de l'amour aux gens. Et franchement, je vous promets, le morceau, je l'ai là, je vous le ferai écouter en off. La réponse a été non. Donc aujourd'hui, on en a parlé avec mon producteur, je ne sais pas comment faire. En gros, vous avez un morceau qui est loin de tous les clivages, de toutes ces choses-là. Un morceau effectivement dont on parle du Club Dorothée, sur lequel d'ailleurs, une petite vidéo sur lequel il y a une Renault 11, il y a une jolie 205 Roland Garros et des belles pumps. On espère que ça va marcher. 205 Roland Garros, je suis preneur. Décapotable ou pas ? Elle est décapotable, verte, et je vous promets, blanche. Oui, elle était comme neuve. Est-ce que je veux pas là, ce qui est essentiel de dire, vous avez plus la carte, c'est ça ? Comment ? Vous n'avez pas la carte. Quelle carte ? La carte du club. Non. Celle du Club de Dorothée ou de musique ? Non, pour être diffusée. Même Koé d'Énergie l'a écouté, Koé a adoré. Mais est-ce qu'à un moment donné, pour trouver une major et pour être diffusé, il faut la carte ou pas ? La carte du club. Je me pose pas cette question. Maintenant, j'avance. Je vous promets, je peux plus douter. Maintenant, j'avance. Là, le titre. Maintenant, écoutez, nous, on a fait une vidéo capsule qui devait sortir. On a annulé la sortie parce que du coup, on était en pourparlers avec la major. Mais maintenant, non, on se pose pas la question. On va foncer. On va voir comment on va le sortir. Bien. Allez, Chaotique sur Beurre FM, c'était votre book club. Chaotique 747, rappeur et républicain aux éditions d'Observatoire. C'est le titre de votre livre qui vient de sortir. Vous réécouterez l'émission en podcast et puis vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Passez un très bon dimanche sur Beurre FM.